Pour découvrir le monde merveilleux de la littérature, aventurons-nous à écouter ces extraits de contes, de romans, de poésie et de pièces de théâtre. De Jacques Prévert à Charles Perrault, de Bernardin de Saint-Pierre à Marcel Cabon. Laissons-nous emporter par la plume de ces auteurs français et mauriciens. Dans la partie contes et fables, nous écouterons les frères Grimm, Charles Perrault et Jean de La Fontaine. Grimm, le grand-père et le petit-fils. Il était une fois un homme vieux, vieux comme les pierres. Ses yeux voyaient à peine, ses oreilles n'entendaient guère, et ses genoux chancelaient. Un jour, à table, ne pouvant plus tenir sa cuillère, il répandit de la soupe sur la nappe et même un peu sur sa barbe. Son fils et sa belle-fille en prirent du dégoût, et désormais le vieillard mangea seul, derrière le poêle, dans un petit plat de terre à peine rempli. Aussi regardait-il tristement du côté de la table et des larmes roulaient sur ses paupières. Un autre jour, que ses mains tremblantes ne pouvaient tenir le plat, celui-ci tomba sur le sol et se brisa. Le vieillard ne dit rien et se contenta de pousser un soupir. Alors les jeunes gens achetèrent pour quelques sous une écuelle de bois dans laquelle ils lui donnèrent désormais à manger. Or, un soir, pendant que les jeunes gens soupaient à table, tandis que le bonhomme était assis dans son coin, ils virent leur fils, âgé de 4 ans, assemblé par terre de petites planches. « Que fais-tu là ?» lui demanda le père. « Une petite écuelle pour faire manger papa et maman quand je serai grand. » L'homme et la femme se regardèrent en silence. Ils rappelèrent l'aïeul à leur table et ne dirent plus rien quand il renversait un peu de soupe. Les fées de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort, et d'humeur et de visage, que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes 2 si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis, et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Ouida, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine, et la lui présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme ayant bu lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village, pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement
tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. » « Il me ferait beau voir, répondit la brutale. Allez à la fontaine. Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vient lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis venue ici, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire ? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis. Buvez à même, si vous voulez. » « Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien ma fille, eh bien ma mère !» lui répondit la brutale, en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Au ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là ? C'est sa sœur qui en est la cause. Elle me le paiera. » Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et, la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassé du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux, et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle. Et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Le laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Dans la partie roman, nous écouterons Marcel Cabon, Malcolm de Chazal et Bernardin de Saint-Pierre. Namasté.
de Marcel Cabon. Il y avait ce village sans Ram, et il y a eu ce village avec Ram. Comment était le village sans Ram? Il n'aurait pu le dire au juste. Ce qui était sûr, c'est qu'il n'était pas plus facile d'imaginer le village sans Ram que de l'imaginer sans le manguier du pendu. D'où venait-il? On avait bien trop à faire pour le lui demander. Au reste, affaire mouton, pas affaire cabri. C'était bien assez qu'il fût là, lui qui n'avait pas toujours été là et qui n'était pas le marchand ambulant. Le vieux Cassim qui a une charrette à bourriquer écrit si doucement « bracelet » ou « crépon » que la campagne s'enfonce un peu plus dans le sommeil où l'a plongé le soleil de midi. Oui, c'était bien assez de savoir que Ram ne passait pas comme Cassim, mais qu'il était installé à demeure dans la paillote de Chive. 2 jours après que Chive eut cassé sa pipe, Ram entra dans le village vers les 2 heures, le turban en fleurs, l'œil gourmand, un bâton à baluchon sur l'épaule. Il venait prendre possession de ce que le tonton lui avait laissé. Du pas qu'il montait, se calcuta là, 22 ans, on sut que ce ne pouvait être que le gaillard à qui Chive avait laissé ses biens. En ces temps lointains, aucune arrivée d'étrangers ne passait inaperçue dans la vallée. Les chiens n'avaient pas cette veulerie qu'on leur a connue depuis, et la nouvelle passait vite, de case en case. Quand les choses étaient bien faites, le bonhomme tirait encore la langue sous les tamariniers de Boulaki que l'on savait là-haut qu'il venait du monde. Le jour de l'arrivée de Ram, les hommes qui piochaient dans les carreaux, les femmes qui paraissaient au frais des cases, comprirent vite qu'il venait quelqu'un qui ne leur ressemblait pas. Et ceux et celles qui, pour le voir passer, s'appuyèrent au manche de la pioche ou se plantèrent dans l'embrasure des portes, s'accordèrent tous pour trouver que ce pèlerin-là avait une mine de chenapan. Mais quoi! Ram tenait à sa souche comme la plante à ses racines, et pour ne pas voir que c'était Chive à 20 ans, il fallait que l'on fût aveugle. Et Chive avait beau n'être mort que de l'avant-veille, seul l'oubli et la niaiserie lui découvraient des vertus. Têtu, méfiant, chicanier, le village n'avait rien perdu en perdant ce vieux sacripant. Et voilà qu'il envoyait sa graine, et qui germait même si vite qu'elle serait bientôt plus feuillue que le plus feuillu des manguiers. C'est au bout de 3 jours qu'on a su, on n'écoute pas mais on entend, qu'il venait de Brado et avait touché à peu près à tout. Empiré des chemins, coupé l'aloès, vendu des fruits et du poisson, planté des melons d'eau. On l'a su par le vieux Prem, le seul qui de toute la vallée, et encore habite-t-il à la lisière du bas village, a encore soif quand il a bu. Il faut dire qu'il n'avait pas grand-chose à lui reprocher, sauf d'avoir cette mine de chenapan et d'être là, comme un arbre qui aurait poussé tout à coup d'un seul jet, bouchant la vue et le passage. Sens unique de Malcolm de Chazal. J'eus 16 ans dans les montagnes rocheuses au Canada lorsque je gagnai l'Amérique par l'ouest pour mes études. Pendant 5 ans, je fis à l'université de Bâton Rouge en Louisiane ce que j'appellerais mon supplice de la fausse connaissance. Bien que continuant ma vie d'autrefois, telle que je la vivais à cœur-pipe. J'en sortis 5 ans après avec un diplôme d'ingénieur sucrier. Après quelques mois à Cuba, dans une usine sucrière, je revins à l'île Maurice. Avant 1 an, j'avais jeté aux orties mon diplôme. Pour être libre, je pris un poste dans le fonctionnariat au bureau des téléphones. Enfin, j'étais libre. Je me suis appliqué tout d'abord à écrire des livres sur la question économique. À Bâton Rouge, j'éblouissais mon professeur par mes hautes envolées dans le calcul intégral. Mais je n'ai jamais pu compter. La géométrie me semblait une insanité. Vint enfin un hasard. Je discourais après un bal à Rosil, énervant les femmes qui m'entouraient par mes ironies dévastatrices. Le lendemain matin, je consignais mes réflexions dans un petit carnet à couverture rouge au jardin botanique de Cure-Pipe. Dès ce moment, ce jardin féerique, proche de la demeure que j'habitais,
fut le lieu où allait s'ordonner ma pensée. Le jardin botanique de Cure-Pipe est un monde infini où les camélias alternent avec les azalées et qu'inonde le bruit de petits ruisseaux chantant parmi les mousses. Ici, l'oiseau cardinal et le boulboul ponctuent le murmure de la lumière. Ici règne la paix. C'est là que j'ai créé. Peu à peu, j'enchantais le monde enchanté. Le jardin devint moi. Un jour, par un après-midi très pur, je marchais quand, face à un bosquet d'azalées, je vis pour la première fois une fleur d'azalée me regarder. C'était la fée. Sens Plastique était né. La plume à la main, en marchant, j'ai écrit tout Sens Plastique aisément, car tout m'était dicté. Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre. Cependant, l'heure du souper étant venue, on se mit à table, où chacun des convives, agité de passions différentes, mangea peu et ne parla point. Virginie en sortit la première et fut s'asseoir au lieu où nous sommes. Paul la suivit bientôt après et vint se mettre auprès d'elle. L'un et l'autre gardèrent quelque temps un profond silence. Il faisait une de ces nuits délicieuses, si communes entre les tropiques, et dont le plus habile pinceau ne rendrait pas la beauté. La lune paraissait au milieu du firmament, entourée d'un rideau de nuages que ses rayons dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les montagnes de l'île et sur leurs pitons qui brillaient d'un vert argenté. Les vents retenaient leurs haleines. On entendait, dans les bois, au fond des vallées, au bout des rochers, de petits cris, de doux murmures d'oiseaux qui se caressaient dans leurs nids, réjouis par la clarté de la nuit et la tranquillité de l'air. Tous, jusqu'aux insectes, bruissaient sous l'herbe. Les étoiles étincelaient au ciel et se réfléchissaient au sein de la mer qui répétait leurs images tremblantes. Virginie parcourait avec des regards distraits son vaste et sombre horizon, distingué du rivage de l'île par les feux rouges des pêcheurs. Elle aperçut à l'entrée du port une lumière et une ombre. C'était le fanal et le corps du vaisseau où elle devait s'embarquer pour l'Europe et qui, prêt à mettre à la voile, attendait à l'ancre la fin du calme. À cette vue, elle se troubla et détourna la tête pour que Paul ne la vît pas pleurer. Dans la partie poésie, nous écouterons Jacques Prévert et Victor Hugo. Page d'écriture de Jacques Prévert. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4. Répétez, dit le maître. Et l'enfant joue. L'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien 16 et 16, et surtout pas 32, de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont. Et 4 et 4 et 2 et 2 à leur tour fichent le camp. Et 1 ne font ni une ni deux. 1 à 1 s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue. Et l'enfant chante. Et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre! Mais tous les autres enfants écoutent la musique et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. À qui la faute? De Victor Hugo. Tu viens d'incendier la bibliothèque. J'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï.
crime commis par toi contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Le livre est là, sur la hauteur. Il luit parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle, plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre. Tu te reconnais bon, puis meilleur. Tu sens fondre comme la neige au feu ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science de l'homme arrive la première. Puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est à toi. Comprends donc, et c'est toi qui l'éteins. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit. Ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi? Mais je ne sais pas lire. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement de Jacques Prévert. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le noir. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les 2 escargots sont très désappointés. Voici quelques extraits de théâtre venant de pays du monde entier. Mesdames et messieurs, petits et grands, il nous est arrivé à tous, ou il nous arrivera, d'avoir à effectuer la démarche ô combien délicate suivante. Annoncer en douceur à son papa que l'on vient d'obtenir une bien mauvaise note en classe. Voici donc maintenant quelques petites astuces qui vous sont offertes gratuitement pour vous aider à franchir avec succès et sans trop de risques cette terrible épreuve. Chers amis, voici la mauvaise note. Papa, j'ai une bonne devinette. Ben, je t'écoute, mon enfant. Bon alors, dis un chiffre au hasard entre 2 et 4. Entre 2 et 4? Oui, au hasard, entre 2 et 4. Ben, 3, pardi. Alors ça, c'est magique. Magique. Tu as juste deviné combien j'ai eu ce matin en conjugaison. 3 sur 20. Alors là, papa, chapeau. Dis papa, tu as gagné au loto aujourd'hui? Oh non, hélas, je n'ai eu qu'un bon numéro sur 6. 1 sur 6? Ce n'est pas terrible ça. Comme tu dis. Oui, ce n'est pas terrible. Eh bien moi papa, je t'ai battu aujourd'hui. Battu? Pourquoi? Tu as joué au loto? Mais non, pas au loto. Moi j'ai joué en orthographe. Et alors? Et alors, moi j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10? Ben, tu as bien eu 1 sur 6 toi. Et en plus... Et en plus quoi? Et en plus, à moi, ça ne m'a même pas coûté un rond. Et toc! Papa, c'est formidable. Qu'y a-t-il donc de formidable? Écoute-moi bien, papa. En géographie, j'ai eu 20 sur 20 ce matin. 20 sur 20? Alors là, bravo! Eh ben non, papa. Poisson d'avril, j'ai eu un 0 comme d'habitude. Papa, tu connais la dernière? Ben non, je ne connais pas la dernière. Allez, je t'écoute. Eh bien, la dernière, c'est moi, papa.
Que savons-nous? Pièce de théâtre chinois. Wang Yi et son disciple se promènent dans un jardin. Maître vénérable, savons-nous une vérité qui puisse être communément admise par tous les hommes? Comment pourrais-je savoir une telle vérité? Alors savez-vous que vous ne la connaissez pas? Comment pourrais-je le savoir? Donc, si je vous entends, les hommes ne savent rien? Comment le saurais-je? Plus loin que la pensée, pièce de théâtre chinois. Maître, je vous ai observé tout à l'heure. Vous étiez dans un état de réflexion profonde. Aucun bruit ne pouvait vous déranger. Votre regard partait au-delà de nos intelligences. À quoi pensiez-vous? Je pensais à ce qui est au-dessus de la pensée. Au-dessus de la pensée. Et comment avez-vous fait? En ne pensant pas. Pièce de théâtre indien. Un mari plus fort que tout. Un génie est assis sur un coffre, il médite. Entre une jeune fille sur la pointe des pieds. Le génie ouvre les yeux et la regarde. Que veux-tu, bel enfant? Hier soir, j'ai vu dans le ciel noir une étoile volante au milieu des étoiles immobiles. Je viens donc te dire mon vœu le plus cher. Je t'écoute, et je souhaite moi réaliser ton vœu tel que tu le demanderas. Génie, bon génie, toi qui peux tout donner, je veux un mari. Je te donnerai un mari, puisque tu me le demandes. Et comment le veux-tu? Je veux qu'il soit plus fort que tout. Je vais te marier avec le soleil autour duquel notre monde tourne sans fin. Le soleil? Le soleil? Quelle idée as-tu? Le soleil ne règne que le jour, puisqu'il a peur de la nuit. Non, non, je veux un mari qui puisse régner jour et nuit, plus fort que le soleil. Je vais te marier avec un nuage qui a le pouvoir de cacher le soleil et qui règne jour et nuit. Un nuage? Un nuage, un pauvre nuage fragile qui fond sous l'effet des orages et de la pluie. Non, non, bon génie, je veux un mari plus fort que le soleil ou le nuage, qui est trop fragile. Le vent. Le vent chasse les nuages. Je vais te marier avec le vent, veux-tu? Ah non! Génie, le vent n'a jamais le même caractère. Il peut être doux ou violent, chaud ou glacé. Je ne veux pas d'un mari si changeant. Trouve-moi un mari plus fort encore que le vent, le nuage et le soleil. Seule la montagne arrête le vent en lui présentant ses rochers et ses parois abruptes. Tu peux épouser la montagne. Elle est plus forte que le soleil, le nuage et le vent. Mais la montagne est bien trop grande. Je m'y perdrai en me blottissant dans ses bras. Je pourrais même tomber dans ses précipices cachés. Elle ne peut même pas se mouvoir pour m'emmener voyager. Je ne veux pas épouser la montagne. Trouve-moi autre chose. Je ne connais qu'un époux capable de braver la montagne, qui est elle-même plus forte que le soleil, le vent, les nuages. Celui-là peut creuser la roche dure et vivre dans la pierre, dans la terre, en se protégeant de tous les cataclysmes, de toutes les saisons. Celui-là peut creuser la roche dure et vivre dans la pierre, dans la terre, en se protégeant de tous les cataclysmes, de toutes les saisons et de tous les dangers de la nature. Qui est-il, beau génie? Viens, viens t'asseoir près de moi. Ferme les yeux et compte jusqu'à 50. Et puis tu ouvriras tes yeux, tu regarderas dans ce coffre et tu le trouveras, cet époux plus fort que tout. Merci, beau génie. A-t-il compris
que je le voulais pour mari, ce génie enchanteur qui est plus fort que toutes les forces du monde. Génie, où es-tu? Génie farceur, je sais que tu t'es glissé par magie dans ce coffre. Et si je ne l'ouvrais pas? Serais-tu bien triste? Allez, gentil génie, je te délivre et je suis prête à t'épouser. Où es-tu? Aïe! Qui m'a mordu? Un rat! C'est un rat! Mais oui, le rat est plus fort que tout, bel enfant. Plus fort que la montagne, le vent, le nuage et le soleil. Mauvais génie, crois-tu que je vais épouser un vulgaire rat? Un rat! Un rat! Au restaurant. Garçon, s'il vous plaît, l'addition. Voyons, monsieur, vous avez bien eu une salade, un boudin puré, un fromage, une tarte aux pommes, un café. Je vous fais donc l'addition. Jamais il n'arrivera à faire cette addition. Peut-on additionner des tomates et du boudin? C'est mathématiquement impossible. Ah, vous n'avez pas pu faire mon addition? Non, car je crois avoir oublié de vous compter la salade verte. Alors, Comment? C'est seulement pour cela que vous n'avez pu faire l'addition? Vous voulez additionner ce qui n'est pas additionnable. Vous ne savez pas qu'il est mathématiquement impossible d'additionner des choses différentes? Un boudin plus deux boudins, c'est possible. Comment voulez-vous additionner un café et un boudin? Et pourquoi pas un petit pois et une citrouille? Hein? Vous êtes absurde, ridicule, illogique, insensé, sot, stupide, idiot. Et vous voudriez me faire payer une addition extravagante, déraisonnable, irréalisable. C'est cela. Nous sommes en pleine irréalité. Prenez votre machine à calculer. Essayez de taper un boudin, une salade, un fromage. Et alors? Et alors? Et alors? Rien. Bon, n'appelez pas le patron, inutile. Je ne peux pas payer une addition où il n'y a rien. Au revoir, monsieur. une salade, un boudin, une tarte aux pommes, c'est vrai que c'est absurde. Mais qui va payer?